Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker. J'ai la joie d'accompagner depuis plus de 10 ans des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à s'élever pour élever leur entreprise au service de plus grands. Pour en savoir plus, visitez mon site nous.ceo. J'ai vraiment le grand bonheur d'accueillir Christian Junod dans cet épisode. Économiste et ancien banquier suisse, Christian Junod est reconnu dans toute la francophonie pour son expertise de la relation à l'argent, à laquelle il s'ouvre dès sa rencontre avec Peter Koenig. Christian est également l'auteur de 3 livres best-sellers dont Ce que l'argent dit de vous et Le défi des 100 jours, un cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre l'abondance librement en co-création avec Lilou Massé. Dans cet épisode, Christian partage évidemment sa vision de l'argent comme voie de guérison, d'unité, d'amour de soi. Mais il s'ouvre également en vérité à sa propre transformation en lien avec l'argent et notamment en lien avec les défis qu'il rencontre actuellement ou qu'il a pu rencontrer dans sa posture d'entrepreneur. Une conversation très inspirante parce que Christian se reconnaît comme un leader spirituel et a choisi l'argent comme mission spirituelle dans ce monde. Il va nous parler de comment notre relation crée le monde de demain, comment lui accueille la croissance de son entreprise au service de sa mission spirituelle, comment il continue d'élever sa relation à l'argent et la croissance financière de son entreprise et surtout, pourquoi. Je vous souhaite une magnifique écoute et surtout, dès que vous pensez à quelqu'un de votre entourage que ça pourrait inspirer, simplement partagez-le par WhatsApp ou vos réseaux sociaux. Je vous retrouve à la fin. Très bonne écoute. Bonjour Christian, bienvenue dans le podcast Vérité. Un grand merci de ta présence aujourd'hui. Bonjour Ambeline, merci de ton invitation. Avant de démarrer, est-ce que tu aimerais simplement nous décrire où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Donc tu parles de géographiquement parlant là ou bien autrement? Ouais, peut-être de la pièce dans laquelle tu es, d'accord, le lieu, enfin voilà, juste pour qu'on puisse t'imaginer quand tu parles. D'accord, ok. Alors je suis dans mon bureau qui est dans la maison où j'habite à B en Suisse. Particularité, il est moyennement grand, je dirais. Il y a un peu trop de bordel à mon goût autour. Et puis, si je lève à peine la tête en face, j'ai une magnifique vue sur des montagnes à 3000 mètres qui sont enneigées avec des pleines forêts avant. Et c'est vraiment juste lever la tête, c'est très reposant. Surtout qu'il y a un mélange de ciel bleu et de nuages qui passent. C'est vraiment très beau. J'imagine très bien, c'est un paysage que je connais et d'ailleurs j'ai eu le grand honneur de partager un déjeuner avec toi. Est-ce que tu te souviens? J'étais venue à Bay. Oui, je me souviens. Et c'était il y a longtemps, hein. C'était peut-être en 2015 ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense, par retour. Alors pour qu'on te connaisse mieux, pour qu'on puisse mieux apprécier aussi ce que tu vas nous transmettre dans cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais nous partager un peu des grandes lignes de ton parcours et de l'entrepreneur que tu es? Oui, c'est vrai que dans le parcours, on peut partager ça sous deux formes. La première, c'est un peu ce que j'ai fait, et puis la deuxième, c'est peut-être ce que ça m'a appris, qui sont comme deux choses différentes. Ouais. Mais je dirais dans mon parcours, la première chose, j'ai fait une licence en sciences économiques à l'université de Neuchâtel. Et je l'ai faite parce que j'avais tellement peu d'estime de moi que chaque fois je pensais qu'il me manquait un papier pour avoir plus de valeur. Et la licence universitaire n'a rien fait. Je me trouvais toujours avec très peu de valeur à l'issue de ce papier que j'aurais pourtant jamais imaginé avoir un jour dans ma vie. Je suis entré ensuite dans la banque à reculons. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas de travail dans la petite ville où j'habitais. Et puis un jour, j'ai commencé à chômer 2 mois. Puis un jour, je me suis dit, il ne reste plus que les banques. Pour te dire que c'était pas mon premier choix, c'était mon dernier choix. Et une a bien voulu de moi.
Et j'y ai fait 23 ans quand même, pour dire, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Et ça, c'était important. Je pense que j'ai tenu si longtemps parce que j'avais ce métier d'intimité. J'avais affaire à des gens qui avaient plus d'argent que la moyenne, c'est vrai. Et au fond, quand ils venaient déposer de l'argent chez moi, ils venaient déposer bien plus que de l'argent. Mais ça, je le voyais, mais je le comprenais pas complètement. Aujourd'hui, je le comprends, mais à l'époque, pas complètement. Mais surtout, ce que j'aimais dans ce métier, c'est que j'avais du temps avec eux dans un bureau fermé. Et on partageait. Moi, j'étais un banquier. On me l'a souvent dit, un banquier un peu atypique, ce que je prenais comme le plus grand des compliments. Parce que j'étais pas très à l'aise avec l'image des banquiers, mais pas à l'aise du tout, pour tout dire. Et on partageait plein de choses, on parlait de la vie. Enfin, moi, les clients idéaux, c'était vraiment partagé. On parlait beaucoup de la vie et peu de placement et de finances. Ça, c'était mes clients idéaux. Certains ont acheté des livres de développement personnel grâce à moi. Enfin, voilà, c'était toutes sortes d'échanges. Je n'ai vu pas mal pleurer dans mon bureau aussi parce qu'ils m'amenaient leurs problèmes privés. Donc, j'étais un peu un conseiller financier thérapeute déjà sans vraiment le savoir. Tu vois, j'avais déjà je pense, qualité d'accueil, d'écoute, qui fait que les gens venaient se confier assez facilement à moi. Et puis j'ai changé de métier en 2007 parce que j'en pouvais plus en termes de valeur, de la pression des résultats et de la manière dont on me demandait d'amener des résultats. Et en 2009, dans ce nouveau métier qui était plus de l'accompagnement, j'ai commencé à faire un petit peu de coaching d'ailleurs. J'étais licencié suite à la fameuse crise des subprimes. Et j'ai décidé que c'était une bénédiction que je recevais là et que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains, mais la manière dont j'ai choisi de le faire et pas de la manière dont on me demandait de le faire. Donc, de passer en mode entrepreneuriat, même si je pense que l'état d'esprit, je l'avais déjà avant, mais simplement là, vraiment de pouvoir en faire un métier. Et au fond, j'ai pu le faire avec facilité pour deux raisons. La première, c'est que j'étais très, très bien formé en communication non violente. Je pense que j'ai dû suivre une centaine de jours de formation alors que j'étais banquier, ce qui était déjà très atypique aussi. J'étais très bien formé là-dedans. J'étais aussi formé au coaching. Et puis la deuxième, qui était encore plus importante, je pense, c'est que j'avais passablement pacifié ma relation à l'argent qui était faite de pleine de peur, bourrée de peur même, grâce à la rencontre de Peter Koenig. Et que j'avais organisé des ateliers pour lui aussi, à l'époque j'étais à la banque et d'avoir fait ce travail de pacification qui n'est jamais terminé, mais disons d'avoir fait le gros morceau, fait que j'étais très tranquille et serein face à l'inconnu, face à l'incertitude, face à la page blanche, là où j'aurais été encore paniqué 2-3 ans avant, je pense. Et puis peut-être pour terminer cette présentation, en fait, tout ça, ça m'a amené à des endroits que j'aurais jamais imaginés. C'est-à-dire déjà d'une part, je pensais pas du tout animer un jour sur le thème de la relation à l'argent quand je suis devenu indépendant. Mais voilà, ça s'est comme imposé à moi grâce à Peter qui m'a vraiment encouragé à le faire et qui m'a presque donné la permission de le faire puisque lui était le maître pour moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dis souvent, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis aujourd'hui. Donc vraiment, ce que j'en retire, c'est que parfois, la vie a des projets pour nous bien plus grands que nous sommes capables d'imaginer et que ça vaut la peine de rester dans une forme d'ouverture, de se laisser surprendre parce que la vie nous amène, parce que peut-être bien qu'il y a un projet qui est bien plus beau encore que ce que nous imaginons. Oui, c'est ce niveau de conscience dont on parle souvent dans le podcast, ce niveau de conscience à un moment donné où on comprend que de toute façon la vie veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc cette ouverture et se laisser porter par ce flot. Merci Christian. Tu voulais aussi aborder les étapes du parcours en termes d'apprentissage. Est-ce que tu aimerais parler de ça maintenant ? Alors oui, je peux en parler si on veut, parce qu'au fond, pour moi, le défi, c'était vraiment de passer de quelqu'un qui avait très peu d'estime de lui, parce que ça conditionne quand même énormément de nos comportements. Donc, qui se fait petit, qui prend pas la parole, enfin là, qui essaye de bien faire ce qu'on lui demande de faire, mais qui sort surtout pas du cadre. Donc, je suis vraiment parti de là. Et au fond, cette estime de moi, dans un premier temps, je l'ai un peu construite par comparaison, en voyant que je me suis retrouvé à beaucoup d'endroits, finalement, entouré de collègues où j'étais le seul à avoir fait l'université. Alors déjà, c'était un peu surprenant pour moi, mais surtout, je voyais que ça me permettait d'avoir une vision des choses, de l'économie, par exemple, mais une sorte de vision globale que les autres avaient plutôt tendance à voir le détail où moi, je voyais la globalité. Et c'est quelque chose qui m'est resté d'ailleurs encore maintenant. Je dis ça souvent en rigole en marchant parce que
quand on marche avec mon épouse, on marche beaucoup en montagne. Elle voit toutes les petites fleurs et les cailloux au pied, à ses pieds. Moi, je vois absolument rien de ça. Je vois que le paysage loin devant moi. Donc, on peut voir que c'est intéressant de voir comment on a juste deux manières de voir une réalité en étant au même endroit. Et je pense que ça parle beaucoup de nos fonctionnements à l'un à l'autre. Donc, c'est vrai que petit à petit, j'ai développé cette estime de moi en ayant tout à coup, mais souvent, si tu veux, elle se développe d'une manière qui est encore pas très très juste selon moi. C'est qu'elle se développe beaucoup par comparaison, elle se développe beaucoup parce que les autres disent de nous. Et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à passer le cap où de moi à moi, je vais pouvoir être aimer qui je suis et avoir un regard bienveillant, ouvert avec qui je suis, on va être dépendant. Enfin, moi, j'étais dépendant. Je parlais de moi. Moi, j'étais dépendant du regard extérieur, tu vois. Donc, j'étais un peu dans un fonctionnement du gars qui fait bien les choses, du gars j'avais une grande capacité à sentir ce que je sentais, enfin, ce qui me semblait que les autres attendaient de moi pour correspondre à leurs attentes, pour qu'on dise que je suis quelqu'un de bien. Puis, j'arrivais pas à me le dire de moi à moi. Donc, ça, c'était vraiment un chemin qui est venu, je dirais encore quand j'ai quitté la banque, d'apprendre à m'aimer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, finalement. Oui. À m'aimer pour qui je suis, sans vouloir être autre chose que qui je suis, si tu veux, sans vouloir être toujours voir ce qui manque, que je ne suis pas assez, mais voir tout ce qui est déjà là. Donc ça, c'est un chemin qui n'est, selon moi, jamais terminé. Mais en tout cas, je dirais que chaque pas qu'on fait dans cette direction-là a déjà une belle incidence dans sa vie, en tous les cas. Oui, et puis c'est aussi tout cet apprentissage en lien avec l'estime de soi que tu mentionnais tout à l'heure, de ne pas définir qui tu es par l'extérieur. Absolument, absolument. Et c'est sûr que quand on commence à avoir un semblant de notoriété, enfin, en tout cas c'est mon cas de ce que je peux voir, en tout cas dans certains domaines, dans d'autres domaines, je suis un parfait inconnu. Ça demande d'être vigilant justement, de pas se laisser rattraper par ça. Tu vois, ta cousine c'était joli vers toi, veut être photographié avec toi, que tu es devenu quelqu'un, quoi. Voilà, je suis le même, je suis juste plus reconnu à un endroit, parce qu'il y a un endroit où j'ai un peu une forme d'expertise reconnue. Mais ça demande de garder les pieds sur terre, parce que je vois même dans le monde qu'on appelle du développement personnel, spirituel, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans ces mondes-là, il y a des peurs, des pièges en lien avec l'ego qui, d'un coup, tu vois, je pense vraiment à l'enfant en souffrance qui n'a pas eu l'attention, la reconnaissance qu'il aurait voulu. Puis si c'est l'enfant qui prend le dessus dans ces moments-là, qui est assoiffé de ce qu'il n'a pas reçu, tu peux vite tomber dans un piège de encore et encore, tu vois. Regardez-moi, tu vois, il y avait un truc comme ça. Et si tu veux, je peux en parler parce que ça m'arrivait de me surprendre de cette partie qui avait pris le dessus parfois chez moi, et d'un coup dire ok, non, c'est pas ça que je veux aujourd'hui. L'enfant, c'est bon, je peux m'en occuper. J'aimerais que ce soit l'adulte qui soit là en face des personnes et pas l'enfant affamé. Oui, et merci d'amener ce sujet, parce que justement ça faisait partie des questions que j'avais prévu de te poser. En fait, tu vois, quels sont les défis que tu dépasses en fait en ce moment par rapport à là où t'en es. Donc il y a cette notoriété, il y a le modèle d'entreprise que tu as aujourd'hui, il y a le style de vie, etc. Et effectivement, ça amène de nouveaux challenges, de nouveaux défis, un nouveau niveau en fait de conscience, de guérison, de continuer à élever ta relation à l'argent aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est amusant que tu poses cette question, parce que je suis vraiment plein là-dedans à ce moment. Si tu veux, j'ai déjà eu 2-3 passages, tu vois, quelque chose qui fonctionne bien, et puis on se dit, ok, ça fonctionne bien, c'est bien, mais il y a moyen de faire mieux, il y a peut-être moyen de faire autrement, et puis tu repasses à un autre endroit, puis après, tu commences à engager du monde, et puis il y a toujours de nouveaux défis qui se présentent, et c'est chaque fois le défi, c'était de sortir de sa zone de connu. On appelle parfois à tort zone de confort. Enfin, elle peut être confortable, mais pour certains, elle est très inconfortable, mais elle est connue. Mais cette zone de connu, de référence, c'est comment j'en sors, plutôt que rester dedans. Et pourquoi en sortir? Peut-être c'est aussi la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi en sortir. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est que je me sens appelé que si je restais là où je suis, c'est comme si j'étais encore pas allé au bout de ce qui me semble je suis appelé à faire.
Si je suis appelé à faire, que je dis ça, on sait pas trop c'est qui qui c'est qui m'appelle, mais en tout cas, c'est plus un ressenti, mais c'est encore plus une forme de croyance qui peut, d'une certaine manière, un peu, je rigole parce qu'un peu arrogante aussi, c'est de penser que le message que tu vas faire passer mérite d'être entendu par plus de monde. Et qu'à partir de là, j'ai à me donner les moyens pour cela. Et les moyens, effectivement, c'est des moyens financiers, entre autres. Donc, ça veut dire que ça vient aussi réveiller peut-être de nouvelles peurs potentielles, se dire est-ce que tu vas prendre ces engagements financiers ou ce risque financier ou pas. Et voilà, est-ce que tu donnes vraiment tous les moyens pour avoir zéro regret le jour où tu feras ton bilan final. Extrêmement intéressant. Oui, on peut résumer ça sur cette notion de prochain niveau. Et cet appel, on peut aussi le nommer le pourquoi. Est-ce que ça ferait sens pour toi? Oui, le pourquoi. Enfin, si tu veux, moi, s'il y a un mot qui m'obsède un peu, c'est le mot contribution. Oui. Si je m'obsède un peu, je peux l'enlever un peu d'ailleurs. C'est le mot contribution. Et au fond, je vois aujourd'hui que ma porte d'entrée de la relation à l'argent n'est qu'un prétexte, si tu veux. Est un prétexte pourquoi? Parce que derrière améliorer, pacifier sa relation à l'argent, je n'ai trouvé qu'une seule et unique piste, c'est plus d'amour de soi et apprendre à plus s'aimer. J'ai pas trouvé d'autre piste que ça. Et c'est une belle piste qui me plaît énormément parce que je vois que l'incidence que ça a d'apprendre à mieux s'aimer, à plus s'aimer, à être plus bienveillant, ouvert et chaleureux avec soi-même, ça a des incidences tellement plus vastes que juste les questions d'argent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que ce que je fais parfois, j'offre un cadeau insoupçonné aux personnes qui viennent me voir, c'est que ce que je veux leur amener aura peut-être une incidence bien meilleure que ce qu'ils imaginaient et à des endroits qui ont beaucoup de valeur aussi. Donc c'est pour ça que derrière tout ça, j'ai vraiment une croyance qui est que mieux on s'aime, plus on aime les autres, plus on aime le vivant, je veux dire au sens large, plus on est respectueux de soi, des autres et du vivant. Donc pour moi, ça fait partie d'une forme de guérison de société auquel nous sommes appelés à passer, en tout cas pour vivre autre chose collectivement. Et je suis vraiment un fervent adepte de la citation de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Je crois vraiment que ça reste le meilleur moyen que les changements soient solides, quoi. Oui, c'est ma citation phare aussi. Dans le podcast, on est habitué à être au service de l'amour. Donc, évidemment que tu es là, parce que moi, je le savais avant que tu le dises, que tu es dans cette vibration au service de l'amour, de la guérison de l'humanité, par cette porte d'entrée qui est l'argent. Et alors, de par l'expérience des entrepreneurs et ma propre expérience, et j'aimerais te partager ça pour que tu me dises ce que toi tu en penses et comment tu perçois les choses, j'ai pu observer que ce pourquoi, donc nommons-le amour, quand on est sur ce chemin d'entrepreneuriat, donc de croissance, d'évolution, d'expansion, d'élévation, on vit aussi un alignement à chaque fois au prochain niveau de ce pourquoi. Oui, tu as terminé là. Peut-être, vas-y. Oui, non, je ne sais pas, je suis déjà ok. Oui, au fond, moi, ce qui me vient et ce que je partageais tout à l'heure juste avant toi, un groupe en disant, mais chaque fois que je sens que j'ai à passer à un autre niveau, si je peux utiliser cette expression-là, je dois m'assurer que intérieurement je sois suffisamment solide pour ça. Je donne l'image des fondations d'une maison. Plus tu veux faire une maison grande, plus le terrain et les fondations doivent être extrêmement stables et solides, quoi. Si tu fais juste une maisonnette, ça demande pas trop, mais si tu veux faire quelque chose qui prend de l'importance, tu dois t'assurer que c'est vraiment, vraiment bien là. Et pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Et au fond, je crois que c'est plutôt comme ça que ça se passe, c'est que d'un coup, je sens que intérieurement, quelque chose de suffisamment solide qui me permet de passer au niveau suivant.
Je sais pas, au fond, je suis un peu confus. Je suis pas sûr de savoir dans quel sens ça se passe. Si c'est d'abord parce que je me sens prêt, que je suis prêt à voir plus grand, c'est parce que je sens que je dois voir plus grand que je viens voir si je dois encore consolider quelque chose intérieurement. C'est pas tout à fait clair à ce moment-là, mais en tout cas, les deux me paraissent importants. Oui. Parce qu'autrement, on peut vite se brûler à vouloir voir plus grand pour de mauvaises raisons et des raisons sur lesquelles finalement on va se fragiliser et peut-être tôt ou tard peut-être tomber de là où on est. Ouais. Puis c'est un peu aussi à l'image d'un arbre qui plus va s'élever vers le ciel, va descendre dans la terre. Donc un peu effectivement cette notion de fondation. Peut y avoir une notion de puissance aussi, de, comme tu dis, de solidité, d'intégrité. Et à chaque fois c'est une mise à jour de tous ces paramètres intérieurs. Oui, absolument, une mise à jour et peut-être encore d'être capable d'avoir encore, puisque moi je travaille beaucoup aussi sur la notion des ombres dans mes activités. Pour moi, c'est d'avoir accueilli encore de nouvelles ombres que j'ai pas vues avant, des parties de moi que je rejetais, des parties de moi dont j'ai peut-être peur qu'on puisse dire ça de moi. Tu vois, c'est pas ces choses comme ça. Que je vois que plus je les accueille, plus je leur laisse une place, que dans le sens que tout a sa place. Et que si je vais être dans l'unité, ben c'est un accueillant tout, y compris ce qui est perçu comme le pire par l'extérieur, mais qui a aussi sa place chez moi, qui fait que je me sens plus complet et plus prêt à faire face à ce que la vie va me présenter. Oui, et on est aussi dans l'amour. La base de l'amour, c'est notre intégrité, qui est notre capacité à être intégral, à être entier, à être complet. Donc ouais, ça résonne aussi beaucoup ce que tu dis de chaque prochain niveau. C'est aussi une réintégration de tout ce qu'on avait mis de côté, de tout ce qu'on n'aimait pas, ou de tout ce qu'on ne voulait pas aimer. Ouais, tout à fait. Alors, évidemment, dans ce podcast, on fait le lien entre la spiritualité et l'entrepreneuriat, parce que pour les entrepreneurs de ce podcast, ce ne sont pas deux chemins différents. Ces deux chemins se rejoignent et finalement ne sont peut-être qu'un seul chemin. Moi, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ta vision de l'argent qui au fond, parler d'argent devient une mission spirituelle. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ça? Alors, c'est vrai que au fond, comme je disais tout à l'heure, j'en ai déjà parlé en disant bon, la manière dont j'appréhendais ce thème-là faisait que ça avait donné du sens à moi. Mais au fond, cette porte d'entrée de la relation à l'argent et je trouve une porte d'entrée de grande guérison. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant d'aller à cet endroit-là. Et que très souvent, trop souvent, en tout cas dans notre société, beaucoup ont la perception que les questions d'argent séparent les gens. Donc créer de la séparation. Et on peut voir, parce qu'on va voir, il y a des conflits, des histoires, il y en a qui veulent faire des bonnes affaires sur le dos des autres. Donc tout ça, ça crée de la méfiance et de la distance en quelque sorte. Et moi, j'ai justement envie d'amener autre chose, c'est dire comment les questions d'argent peuvent nous rapprocher plutôt que nous éloigner. Et pour cela, ça demande d'appréhender les choses autrement, c'est-à-dire d'avoir une intention positive quand on va discuter négocier en tout cas dans le sens de discuter d'un prix et quelqu'un se mettre d'accord sur un prix ou un tarif, d'avoir une intention constructive que dire comment trouver le meilleur arrangement possible pour l'autre et pour moi, où chacun se respecte mutuellement. Et si tu veux, quand je pars dans cet état d'esprit-là, je vois qu'on est en train de se rapprocher les uns et les autres et les questions d'argent nous rapprochent, ce qui paraît quand même rare pour beaucoup dans la société. Et pour moi, si tu veux, c'est vraiment un état d'esprit qui est différent. C'est un état d'esprit où on intègre le nous plutôt que le je uniquement. Et après, de la même manière que je propose de voir que la manière dont nous utilisons notre argent peut aussi être vue comme une manière de construire la société de demain. Alors, si j'ai envie que la société de demain ressemble, je prends un exemple, à un endroit où il y aura beaucoup de chaleur humaine, il y aura beaucoup de proximité avec les uns et les autres, peut-être ça demandera de favoriser les petits commerces, parce que je pense que les petits commerces favorisent plutôt ce genre de choses-là, plutôt que les grandes surfaces très grandes et très anonymes.
Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser mon argent, même si les prix sont peut-être plus élevés, je vais utiliser mon argent pour aller acheter dans les petits commerces plutôt que dans les grands, parce que j'ai envie de leur montrer que j'ai envie de les encourager avec mon argent à ce qu'il y ait de la pérennité pour leur projet, que j'apprécie ce qu'ils font. Tu vois, donc je peux aussi utiliser mon argent en surplus pour participer à des projets, on parle de financement participatif ou des prêts, c'est égal, mais aussi à des projets qui ont du sens pour moi. Je me dis, waouh, si ce projet-là existait, souvent je participe à des projets qui sont à l'autre bout de la France, je connais absolument pas les gens ou même pas les régions, même pas les lieux. Je me dis, mais si ce projet existait, il me semble que le monde serait déjà un petit peu mieux qu'il l'est maintenant encore. Et j'ai envie d'y contribuer juste parce que mon argent peut y contribuer, parce que ça va aussi permettre de libérer peut-être les personnes de contraintes financières, de se consacrer là où elles ont leur talent et leurs dons, effectivement, même si elles n'ont pas forcément suffisamment d'argent. Donc, je trouve que l'argent est un formidable moyen de construire cette société de demain. Et j'appelle ça un bulletin de vote, d'ailleurs, j'ai souvent ça. Et un bulletin de vote tellement plus puissant que celui que nous mettons parfois dans une urne avec l'impression que ça sert à rien ou pas à grand chose parfois. Je me dis, si celui-là, potentiellement, chaque jour, il peut servir à quelque chose. Je sais plus si j'ai répondu à ta question pour te dire, mais voilà ce qui m'est venu. Je t'avoue que je ne me souviens plus de ma question, mais en fait, je pense que oui, tu as répondu. Et j'aime beaucoup cette façon de dire, en fait, l'argent crée le lien. Et j'ai envie de faire le lien avec peut-être la mission de ton entreprise. De créer le lien par l'argent. Par rapport à ces défis que tu mentionnais tout à l'heure, que peut-être que tu es en train de dépasser en ce moment, est-ce que ça ferait sens, en fait, de remettre encore plus cette fonction de l'argent comme créateur de liens et donc d'amour, comme au service de l'amour, pour les prochaines étapes de croissance de l'entreprise? Oui, je pense que oui. Et je dirais que aujourd'hui, je me positionne de plus en plus comme ça, ce qui n'était encore pas le cas il y a 2 ans en arrière. Aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise pour dire, comme je dis tout à l'heure, que le chemin de mes relations à l'argent, c'est un chemin d'amour de soi. Ça me paraît une évidence, donc j'ai pas envie de le cacher. Derrière tout ça. Mais je crois au fond, tu vois, que quand on dit créer le lien par l'argent, quelque part, ce plus de liens, ou se retrouver plus de liens plus proches les uns des autres, c'est de façon ce que, à mon avis, nous sommes appelés à faire. Il y a eu un moment donné où il y a eu une grande, je dirais, expansion de la société dite de consommation, dont moi je dis souvent est devenue une société de compensation de notre mal-être, et qu'au fond, tout ça nous a un petit peu éloignés les uns des autres. Et je crois vraiment que si j'ose parler de la guérison du monde, de la société, passeront justement par se ressentir de nouveau plus proximité les uns aux autres et plus concernés par les uns les autres. Donc, au fond, c'est juste un moyen parmi d'autres. Et simplement, c'est peut-être un moyen surprenant. Puisque, comme je le disais, ça prend un peu les gens par défaut parce que dans les milieux dits spirituels et autres, il y a beaucoup de personnes qui vont d'y penser que les problèmes dans le monde, c'est à cause de l'argent. J'entends souvent ça et je le regrette parce que pour moi, c'est une mécompréhension. Dire que derrière l'argent, il y a toujours des êtres humains qui l'utilisent. Et c'est la manière d'utiliser l'argent ou la manière de vouloir gagner de l'argent par les êtres humains qui pose problème. C'est pas l'argent lui-même. L'argent, c'est juste le moyen là derrière. Donc c'est pour ça que souvent je dis à remettre l'argent à sa juste place pour en faire un bon usage et faire un usage au service de quelque chose de joyeux. Donc j'ai l'impression que tu vois, quand j'amène des choses comme ça, je suis un petit peu un ovni parfois par rapport à 95 ou 99% de la population qui, selon moi, n'ont juste pas conscience qu'ils ont une relation à l'argent et que les questions d'argent. Mais déjà, la conscience de l'argent, c'est pas tout le monde. Ah non, ça reste vraiment des exceptions, hein. C'est vraiment des exceptions et simplement ce manque de conscience qu'ils ont en relation à l'argent fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a tellement de choses qu'ils font pour de l'argent et pas pour des bonnes raisons, parce qu'en général, juste pour de l'argent, il y a souvent un prix à payer derrière, souvent, trop souvent en tout cas. Ouais. Et c'est un paradigme extraordinaire
enfin, je trouve que, et c'est pour ça en fait que, on est dans un podcast qui parle d'entrepreneuriat, qui s'adresse à des entrepreneurs parce que la place de l'argent est importante dans une entreprise. Oui. Et c'est cette relation à l'argent, elle est confrontante sur notre chemin d'entrepreneur. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que plus ça va en avant, plus je consacre de mon temps aux entrepreneurs de cœur, parce que ma perception, c'est que c'est vraiment toutes ces personnes qui choisissent d'honorer qui ils sont et d'honorer la contribution qui ils sont et de comment ils ont envie de contribuer à partir de qui ils sont, comment ils ont envie d'amener d'offrir leur talent au monde. C'est comme ça que la société changera plus vite, parce que je crois que plus on a affaire à, plus nombreux nous serons à faire ce que nous aimons et à offrir ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Donc oui. moi, une de mes missions, c'est pas la seule, mais c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein pour empêcher toutes ces personnes qui ont cette envie de contribuer de le faire. Et que comment on peut faire que l'argent soit au service de mes projets de vie plutôt qu'un frein, un blocage, une source de stress, enfin quelque chose qui me désaligne. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Donc c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que tant qu'on est salarié, le salaire qu'on peut d'ailleurs des fois dire en deux mots d'ailleurs aussi, est un peu un oreiller de paresse, dans le sens, c'est peut-être pas un bon mot, mais en tout cas peut-être des œillères qui nous font peut-être pas voir que notre relation à l'argent elle est pas si bonne que ça, parce que comme ça tombe chaque mois, on se pose pas trop de questions. Et dès le moment où d'un coup on doit générer de l'argent par soi-même, ça devient un nouveau défi, et c'est un sacré défi pour certains, un défi franchement compliqué pour certains. Alors qu'au fond, je crois vraiment que les choses pourraient être plus simples pour eux si on prend les choses par le bon bout. Et pour en revenir à ce chemin d'entrepreneur, parce que le chemin de l'entrepreneur, c'est aussi donc cette relation à l'argent, parce qu'il y a ce rapport à la réussite, à l'impact, à la contribution. Comment ça a évolué pour toi, ça? Où est-ce que t'en es aujourd'hui de cette notion de réussite, d'impact, de contribution? Qu'est-ce qui est devenu important pour toi dans ton entreprise ou en tant que dirigeant? Alors, déjà une évolution, il y a eu, dans le sens que, si tu veux, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur maintenant, et si tu veux, l'évolution, je dirais, c'est d'avoir bougé le curseur qui était au départ comme basé beaucoup sur le je, d'avoir beaucoup bougé sur le nous. Ça, c'est vraiment ça, l'évolution globale, tu vois, d'avoir, dans un premier temps, c'était vraiment comment je peux faire en sorte que mon business fonctionne, puis rapporter un peu de sous pour me rassurer déjà, dans un premier temps, et être sûr que j'ai pas besoin de retourner dans le salariat. Donc, tu vois, il y a quelque chose un peu tourné sur moi, avec quand même même si la peur n'était pas trop présente, mais quand même l'idée, faut que ça fonctionne dans les prochaines années, tu vois. Comme un besoin de valider quelque chose, de valider un choix aussi. Oui, de valider un choix, parce que mon choix était non négociable auprès de mon épouse quand j'ai perdu mon job. C'était pas forcément son choix, elle, mais le mien n'était pas négociable. Donc il y avait quand même aussi quelque chose de l'ordre de montrer que ce choix c'était pas n'importe quoi, et que je l'avais pas fait en touriste, je l'avais fait quand même avec une vraie solidité, de vrais apports potentiels. Et puis, si tu veux, c'est petit à petit que j'ai pris conscience que ce que j'amenais avait encore bien plus de valeur que je l'avais imaginé, et que c'est comme ça qu'il y a commencé à avoir des pas qui ont été faits vers une diffusion toujours plus grande. Et le premier pas qui a été fait en 2014-2015, c'était d'écrire un livre. D'un coup, je dis, mais il faut que je touche plus de monde, et le livre sera plus facile que de faire venir des gens dans des ateliers. Tout le monde n'est pas prêt à consacrer 2 jours pour ça, mais acheter un livre, c'est un engagement qui est encore pas trop grand. Et puis le fait d'écrire un livre, en plus avec une édition avec pignon sur rue, ça m'ouvre la porte à des médias, donc ça m'ouvre la porte à passer des messages. Donc tu vois, il y a vraiment eu un chemin à ce moment-là de vraiment de dire, mais ce que tu as à dire a vraiment besoin d'être dit, entendu par plus de monde, et tu dois te donner les moyens. Et au fond, mon parcours par la suite, ça a toujours été que accroître les moyens, toucher plus de monde. C'était que ça, et c'est encore que ça, si tu veux. Vraiment, ma vision, c'est vraiment d'impacter la francophonie le plus possible, en mettant l'argent à sa juste place, et en permettant justement ce chemin de transformation intérieure à un maximum de monde. Et aujourd'hui,
si pendant longtemps ça a été que moi, aujourd'hui je forme beaucoup de personnes, beaucoup 10 par année à le faire, et puis à former une communauté ensemble pour faire mieux, plus grand et tout ensemble, s'entraider, se soutenir, vivre ensemble ce qu'on a envie de voir dans le monde aussi, en termes de partenariat, de manière de fonctionner, etc., de joie de contribuer. Et voilà, donc je suis toujours en recherche est-ce qu'il y a moyen de toucher plus de monde, comment d'accélérer la mutation, de faire connaître ce thème-là à plus de monde. Donc ma vision est toujours la même et je suis en perpétuel changement. C'est pour ça que là je parle d'engager du monde encore pour me permettre d'œuvrer encore mieux. Et alors j'ajoute une chose parce que mon vrai défi aujourd'hui, c'est sans m'oublier au passage, parce que très vite, potentiellement, la mission peut devenir tellement importante, ça peut devenir sacrificiel. Et je n'ai pas envie de ça parce que j'ai 62 ans, j'ai des projets pour au moins 20 ans. Donc, j'ai envie de pouvoir honorer. Je dis 20 ans, faut donner un chiffre, mais moi, quand je vois Edgar Morin qui a écrit un livre à 100 ans, ça c'est mon exemple, quoi. Voilà. Oui, et puis quand on est au service de l'amour, c'est aussi l'amour pour soi. Oui, absolument, bien d'accord. C'est pas juste d'être généreux pour les autres et de servir plus grand au détriment de soi. C'est aussi recevoir l'amour pour soi. Entièrement d'accord. Il y aura un minimum de cohérence, tout ça. Et j'aimerais que tu nous dises comment, parce que alors je sais que c'est difficile d'expliquer avec des mots. Mais comment tu pourrais peut-être conseiller ou transmettre cette notion de non négociable, cette notion de je sais et j'y vais. En fait, je continue à faire confiance à cet appel, à cette vision, à cet impact toujours plus grand, à garder cet équilibre ou à le rétablir ou à jouer avec cet équilibre, ce déséquilibre. Tu vois, alors moi j'appelle ça la capacité à tenir une intention, à tenir, tu vois, on tient quelque chose, on tient une vibration. Comment tu vis ça, toi? Il y a deux choses qui me viennent dans ce que tu dis. La première, si je reprends sur la fin, pas de tenir une vibration. Pour moi, c'est important de pouvoir toujours être en lien avec la vision qu'on a, vers quoi je vais, et c'est d'autant plus important quand on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire. On peut vite se perdre dans le faire sans plus savoir pourquoi. Et si tu veux, le faire, quelque part, devrait toujours être au service du pourquoi on le fait. Et tant que je peux mettre du lien entre l'un et l'autre, c'est pas compliqué à mettre des actions en place. Parce qu'elles sont tout de suite connectées à un sens, et c'est plus facile. Mais si je fais juste les choses, parce que j'ai une to-do list qui est grande, et puis que ça me stresse, et puis que je fais juste les choses pour tracer des trucs sur ma to-do list, et ça m'arrive, je peux en parler, je suis pas dans une bonne énergie pour le faire à cet endroit-là. Parce que c'est souvent le stress qui est le moteur de ces actions-là. Donc, en fait, le stress, on pourrait aussi l'appeler le non-amour. Alors oui, ça peut être aussi une forme de non-amour dans le sens de pas être, souvent je dis un manque de douceur et de tendresse vis-à-vis de soi, donc ça parle de ça effectivement aussi, pour moi, derrière ça. Et puis par rapport à ce que tu partageais sur le premier point, sur de parler des choses qui n'étaient pas négociables, alors tu avais l'occasion de participer à une journée sur les principes sources, que j'anime aussi. Oui, mais on va en parler, ouais. Et puis, au fond, moi il y a une chose que je retiens très fort de ça, c'est qu'en tant que personne source de mon projet, j'ai toujours à définir le prochain pas au service du projet, mettre de la clarté, le définir et le mettre en place le prochain pas. Et ce que je remarque avec le temps, c'est que les vrais prochains pas, c'est de l'ordre d'une évidence. Et que c'est de l'ordre d'une évidence, il n'y a juste pas de place pour la discussion. Tu vois, l'évidence pour moi, c'est que juste ça ne peut pas être autrement que ça. Donc ça a été le cas pour moi, que je me suis mis à mon compte, ça peut pas être autrement que ça. Mais quand tout à coup c'est devenu comme une évidence, j'avais écrire ce livre, c'est la même chose, ça peut pas être autrement le prochain pas que pour l'expansion que je voulais amener, c'était d'écrire le livre. Comme un jour, c'était de créer une formation sur Internet, puis après un autre jour, c'était de dire maintenant je vais former des personnes pour donner de l'expansion plutôt que je sois le seul à le faire ou le seul à le faire à ma manière, en tous les cas, de permettre à d'autres de le faire. C'était chaque fois
tu vois, au moment où ça vient, il y a quelque chose qui t'amène une sorte d'ancrage et de force. Dit, ben ouais, ben oui, tu vois, c'est presque le truc. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas pensé avant? Et c'est amusant parce que dans chaque cas, on m'en a toujours parlé avant. Moi, j'ai travaillé Human Design. Human Design, la personne me disait, tu verras, toi, c'est pas toi qui amène des idées par toi, les idées viennent des autres. Alors, mon ego n'a pas. Et on embrasse très fort Anne. Oui, tu la connais, voilà, oui. Oui, c'est une amie, oui. Ah bah super. Donc c'est vrai, sur le moment, mon ego a pas beaucoup aimé ça, mais avec le recul, je dis, mais oui, c'est une évidence. Chaque fois, on m'en a parlé. Chaque fois, j'étais pas prêt. Puis un jour, j'étais prêt. Comme si l'idée venait de moi. C'est pas important qu'il vienne de moi ou pas. Ce qui compte, c'est que je fasse l'idée mienne parce que c'est la meilleure idée possible que je peux avoir à l'instant T. Donc, pour moi, c'est vraiment, tant qu'il n'y a pas cette forme d'évidence, on est encore dans une forme de tergiversation intérieure. Et c'est que probablement, il y a encore quelque chose qui manque pour que ça vienne de l'évidence. Ou alors, on a perdu la capacité à écouter son intériorité, puis on a laissé le mental prendre le dessus et amener du doute. Tu vois, c'est aussi possible. Oui. Et puis, pour être en capacité d'accueillir l'évidence, faut déjà avoir fait un bout de chemin. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça. Je m'étais jamais posé la question comme ça. Je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas. Tu vois, parce qu'il me semble que peut même avoir des fois jeune l'évidence qu'un compagnon, une compagne de vie, c'est la bonne personne, comme s'il n'y a pas d'autres questions possibles. Là où certains doutent, c'est pour ça que honnêtement, je peux pas affirmer ou infirmer ce que tu dis là. Alors quand je dis un bout de chemin, c'est que pour moi, l'évidence que tu reçois aujourd'hui, comme celle que tu as reçue il y a 20 ans, elle est alignée au niveau de conscience auquel tu es à ce moment-là. Ok, oui, vu comme ça, oui, d'accord, je te rejoins pleinement. Ouais. Et donc, après les évidences, au fur et à mesure qu'on avance, et que donc on élève aussi notre niveau de conscience, on voit des choses que tu disais. Parfois, on a des évidences ou des idées comme ça, et on sait que c'est ça, et on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Parfois, en fait, et ça, c'est parce que tu continues ta transformation, tu continues à t'élever toi, qu'à un moment donné, tu reçois les idées, le savoir, la connaissance, les opportunités, et que tu sais. Oui, tout à fait. Je te rejoins. Enfin, il y a quelque chose comme quelque chose qui n'était pas prêt, qui n'était pas suffisamment mûr, pour être prêt à recevoir ça et à voir que c'est une évidence. Et je crois que c'est là où je dis chaque chose arrive au bon moment, au juste moment. En tout cas, quand on est prêt à écouter. Et voilà, je crois effectivement que profondément que la vie nous veut du bien et elle est prête à nous amener tout ce qui est nécessaire et disponible pour nous quand on est prêt à le recevoir. Oui, et je pense que le mot-clé, c'est recevoir. Oui, absolument. Absolument. Et ça, c'est vraiment une des grandes problématiques que je rencontre dans mes accompagnements. C'est la grande facilité à donner, la grande difficulté à recevoir. Ça, c'est impressionnant. À quel point, tu vois, là, on se voit pas, mais souvent, j'écarte grand les bras pour dire, si vous écartez grand les bras, c'est vous ouvrez à tous les possibles, à recevoir tous les cadeaux de la vie, et ils sont innombrables. Ils sont bien évidemment largement plus qu'une histoire d'argent. Et au fond, je vois que les êtres humains, c'est comme si, tu vois, ils serrent les bras, j'ai juste mes mains à 20 cm d'écart, c'est le canal du recevoir, que je suis prêt, alors que la vie est prête à m'amener beaucoup plus, mais c'est moi qui ferme. C'est pas la vie n'a rien à voir là-dedans. Et c'est comment je peux apprendre à ouvrir toujours plus grand ce recevoir à l'infini, je vais te dire. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est de demander, j'imagine, tu vois, l'exercice. Et ce qui serait intéressant, c'est de demander peut-être aux auditeurs de le faire, tu vois, d'ouvrir les bras et de leur demander d'où vient cette abondance de la vie ou cet amour, d'où ça vient en fait. Et je pense que 90% des personnes peut-être vont voir ça venant de devant. Et c'est aussi intéressant de s'ouvrir à la possibilité que ça puisse venir de toutes les autres directions. Alors, et ça crée quelque chose dans le corps, en fait, en termes de notre capacité à recevoir. Et oui, et j'avais dit in fine de savoir d'où, par qui, comment ça vient, ce n'est plus important. À un moment donné, c'est juste un mot de réceptivité. Voilà, parce que je crois que ça
quelque chose que nous avons aussi, en tout cas que moi je suis en chemin permanent à réapprendre, à être toujours plus finement dans la réceptivité des différents signaux, qu'ils soient des signaux intérieurs chez moi ou extérieurs. Et cet ajustement aussi de ton environnement. Tu sais, on dit souvent que pour recevoir peut-être le prochain niveau du pourquoi, le prochain niveau d'amour, ou de l'incarner, pour l'incarner, parce qu'avant de l'incarner, on le reçoit, on a besoin de lâcher des choses. Oui, tout à fait, je te rejoins, et je pense qu'une des premières choses que beaucoup ont lâché, et moi compris, c'est le contrôle déjà, le besoin de contrôle. Ouais. Enfin, c'est pas un besoin, c'est une stratégie de contrôler, mais le fait de devoir contrôler les choses, quand on pense que les choses doivent se passer de cette manière-là, enfin, tout ça, derrière le contrôle, il y a des peurs tout le temps, 100% du temps, il y a toujours des peurs. Après, il y a du juste contrôle parfois dans des situations particulières et singulières, mais je crois que c'est vraiment un pas important à lâcher ça, parce que derrière le contrôle, pour moi, il y a lâcher prise. Enfin, ils sont intimement liés l'un et l'autre, en fait. Et donc, comment tu fais, toi, dans ces moments, par exemple, où tu es dans une phase d'expansion, donc de transformation, de guérison, de relâcher des choses, de réintégrer des parts d'ombre, etc. C'est quoi tes ressources, tes réflexes, tes habitudes dans ces moments-là, dans ces étapes-là? Il y a plusieurs niveaux différents. Un premier niveau, c'est, je dirais, la manière dont je mène ma vie au quotidien. Est-ce que je mets en place des rituels, je mets en place des choses qui me permettent de bien débuter les journées. Je débute les journées dans un espace de calme et puis de joie également, de joie tranquille, mais de joie de cette journée de plus qui m'est offerte. Donc il y a tout ça qui m'aide bien. Après, j'irai aussi dans ces journées-là, il y a tous ces moments où je vais marcher, voire courir dans la nature aussi, qui m'aident beaucoup tu vois, qui m'aident à m'aider à mettre de la clarté sur ce que je vis également, et puis aussi à m'amener de bonnes vibrations, à me réaligner. Là, en ce moment, je suis en train de transporter des grosses quantités de terre aussi pour un jardin potager. J'adore ça aussi, qui me met en lien aussi avec la matière, et je trouve que c'est de toucher la terre, c'est quelque chose qui est extrêmement reposant. J'adore faire ça aussi, ça me fait un bien fou, quoi. Et là, je vois que je dis tu vois, il y a une partie de moi qui dit voilà, mais avec tout ce que tu as à faire, c'est bien raisonnable. Puis une autre partie de moi qui dit non, mais fais ça parce que c'est ce qui me met en joie d'une part. Puis d'autre part, je veux dire, d'une certaine manière, je suis aussi en train d'œuvrer pour mon activité professionnelle quand je fais ça. Pour moi, les liens, ils sont jamais coupés, ils sont jamais séparés les uns des autres, enfants. Et après, si tu veux, il y a aussi, j'appelle moi un mode observation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'observe la fluidité ou plus grand, je dirais le plus ou moins de fluidité qu'il y a dans la manière dont se passe mon projet, c'est ça qui va m'aider à voir si je suis bien aligné ou pas. Quand je suis bien aligné, il y a beaucoup de fluidité qui se passe, les choses sont joyeuses, voilà, etc. Puis quand ça commence à crocher, quand ça commence à devenir plus compliqué, quand il y a peut-être plus d'inscriptions, d'intérêt de médias pour mes activités, des trucs comme ça, c'est comme des signaux que je vois en observant. Je dis visiblement l'extérieur est en train de te renvoyer quelque chose qui fait que tu aurais peut-être besoin de te réaligner, de te réajuster, en tout cas de prendre un temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'utilise beaucoup ça, tu vois, comme sur de tableau de bord de ce que la vie m'amène à travers les signaux extérieurs pour aller voir est-ce qu'il y a quelque chose qui coince là chez moi, est-ce qu'il y a un plafond de verre qui s'est mis en place, comme ça m'est arrivé plusieurs fois et comme ça arrive chez beaucoup d'entrepreneurs, peut-être qui fait que ça bloque un endroit. Est-ce qu'il y a justement des situations récurrentes qui reviennent et puis peut-être ça parle du nombre que je n'ai pas accueilli et qui fait que j'ai allé voir quelque chose en moi pour ne pas avoir à attirer ce genre de situation. Donc voilà, ce mode d'observation, alors je dirais qu'il est pas à longueur de journée parce que ça doit pas être sous forme de prise de tête, hein, ça doit être quelque chose de rester quelque chose de plutôt assez léger. Voilà, ça va m'aider à fluidifier, je dirais, la manière dont je vis, j'amène mon projet et de permettre que les prochains pas se fassent aussi avec plus de facilité. Oui, et j'imagine aussi que le processus est léger parce que peut-être que parfois tu poses les questions sans forcer la réponse. Tu sais que la réponse, elle va te venir.
Oui, c'est vrai que j'ai remarqué que, en tout cas, si je pose des bonnes questions, les réponses viennent souvent très vite, d'ailleurs, Mm. et parfois de manière complètement surprenante également, parce que vraiment, il y a vraiment l'idée de laisser venir la réponse plutôt que de trouver une réponse, tu vois, ou de devoir la fabriquer. Mm. Et je trouve que De recevoir la réponse. ouais, c'est vraiment la réponse, elle vient des fois de manière tellement surprenante, c'est pas d'où elle vient, mais elle vient, quoi. Et, Mm. et en même temps, même en étant surprenante, elle peut être extrêmement pertinente, même si c'est pas ça que j'attendais, ou j'imagine en tous les cas plutôt que j'attendais. Mhm. Donc ouais, donc je pense que la capacité à se poser les bonnes questions, pour moi, c'est important. J'étais très marqué par un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Ouais. Mm. Et justement, je voyais bien qu'en posant les questions, il y a des réponses qui venaient tout seules. Puis de temps en temps, c'est vrai que je le faisais et j'étais surpris moi-même de la qualité des réponses qui venaient. Alors, j'étais jamais très clair sur d'où ça venait, mais dès le moment où il y a la qualité de réponse qui était là, je me dis, bah, ça peut me servir. Pose-toi pas de questions, accueille et utilise cela. Oui, parce que ça fait partie de la capacité à recevoir sans juger, en fait, Mhm. sans contrôler. Ouais, c'est important parce que la façon dont on a de recevoir une réponse à une question, c'est peut-être la même qu'on a de recevoir l'argent ou l'amour ou toute autre chose finalement. Très probablement. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Mm. Ouais. Et alors, par rapport à l'intention que tu aurais pour nos auditeurs, avec quoi t'aimerais que nos auditeurs repartent de cette conversation? Mhm. Mais je crois vraiment que moi, il y a deux choses, c'est que et que notre relation à l'argent et que nous en avons tous une sans exception, quelle est ce qu'elle est, hein, et en tant qu'entrepreneur, comme je disais, ça peut être encore plus criant, est un chemin de guérison déjà aussi, et qu'elle mérite, elle mérite qu'on s'en occupe pour se donner le maximum de chances de pouvoir œuvrer, offrir le meilleur de soi-même. C'est une première chose. La deuxième chose également, c'est que le chemin de l'entrepreneuriat, pour moi, est un extraordinaire parcours de croissance intérieure. Finalement, on peut aller chercher de la croissance à l'extérieur, mais au fond, c'est avant tout et déjà un chemin de croissance intérieure. Et je trouve que en s'offrant cette possibilité d'être entrepreneur, c'est comme un sacré cadeau qu'on se fait, un sacré cadeau, un cadeau même sacré, peut-être j'ai envie de dire, Mm-hmm. qu'on se fait, dans le sens que c'est un accélérateur de prise de conscience, de choix à faire, d'écoute, d'alignement. Il y a quelque chose qui se passe que je trouve qui est assez merveilleux et voilà, ça c'est j'ai envie aussi qu'on puisse voir ça comme ça parce que moi, plus ça va en avant avec le temps, plus je vois la vie comme un jeu quelque part. Moi, j'adore jouer. Je suis un joueur, mais un joueur dans le sens, pas de celui qui veut gagner à tout prix, celui qui aime m'amuser en jouant et en jouant avec les autres, Mm. en jouant, voilà. Et je vois vraiment la vie comme un jeu de plus en plus. Et quand je peux voir la vie comme ça, qu'est-ce que c'est joyeux. Mm. Alors, c'est d'autant plus touchant ce que tu partages là que ma vision de l'entrepreneuriat qui rejoint ce que tu dis, c'est d'unir le spirituel et la matière. Mmh. Pour moi, la mission des entrepreneurs, elle est là aujourd'hui et dans la présentation de ce podcast, je propose cette nouvelle perception des entrepreneurs comme quelque part les nouveaux leaders spirituels. Mmh. Parce que on a cette opportunité d'incarner pleinement une autre dimension dans la matière et de réunir ces polarités-là. Et tu sais, en t'écoutant, je me dis c'est quand même extraordinaire. Le jour où on enregistre cet épisode, c'est la pleine lune du Vésac. Mmh. Et tu t'appelles Christian. Mmh. Oui, prénom que j'ai eu de la peine à assumer, alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est juste que le mot Christ soit dans mon prénom. Ça me paraît comme aussi une évidence et une justesse que je n'arrivais pas à assumer pendant longtemps. Et c'est vrai que j'aime bien ce que tu dis parce qu'au fond, une partie de mon activité, c'est comme tu dis, c'est aussi justement de réaligner matérialisme, matérialité et spiritualité, tu vois. Mm-hmm. Comment te dire, ben oui, si on vient s'incarner sur Terre, c'est pas pour planer au-dessus du sol, c'est quelque part. J'aimais bien la phrase que disait Frank Lovey, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, quoi. C'est vraiment ça ma manière d'imager, dit ok,
On est venu sur Terre, des fois, on va peut-être en baver un peu, mais c'est pour ça qu'on est aussi venu, c'est pour faire un chemin. Et peut-être dans les étoiles, dans le sens, ça nous empêche pas d'être connecté à plus grand que nous, et que même que le chemin sera certainement plus joyeux et plus facile si on est connecté à plus grand que si on veut juste s'occuper du bout de ses pieds, quoi, sans regardant le sol, quoi. Et c'est vrai que d'associer les deux, c'est pour moi, c'est là où ça nous amène à nous connecter à notre puissance d'être humain, et la puissance évidemment dans le sens constructif, hein. Et c'est un chemin, parce que moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu les deux extrêmes, entre mon père qui était très de la matérialité, qui se posait pas trop de questions, et mon frère qui était très de la spiritualité, très déconnecté de la matérialité. Enfin, je mets un imparfait, pas sûr d'essayer les deux. Et qu'au fond, il y avait chacun avait ses bons côtés, et de chaque côté, puis en même temps, il y avait vraiment ça amenait aussi des problèmes de chaque côté aussi. Donc j'avais vraiment cet exemple-là. Je me dis non, mais je crois que c'est vraiment prendre le bon des deux qu'on va faire quelque chose qui est goûteux. Ouais. Ouais, et puis c'est d'expérimenter l'unité. Oui, absolument. Et au fond, moi, j'ai cette foi que l'humanité de demain, c'est ça, et même celle d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce retour à l'unité, mais dans la matière. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est juste le chemin. C'est le chemin. Parce que je vois très bien, moi-même été dans une multinationale, je me suis occupé de placements boursiers. J'ai vraiment pu voir que les entreprises multinationales, à un moment donné, n'avaient plus qu'une idée, c'était de gagner un maximum d'argent. Et c'est encore pire le cas maintenant aujourd'hui que ça l'était il y a 15-20 ans en arrière. Et donc là, on est juste dans le côté matière. Et dès le moment où l'objectif, c'est juste de gagner plus d'argent, inévitablement, il y a des problèmes d'éthique qui se mettront en place tôt ou tard. Et c'est pour ça que là, on voit où ça nous amène, où ça nous mène en ce moment si on reste là-dedans. Et qu'effectivement, je crois vraiment que tout ça est déconnecté de quelque chose de plus grand, tout ça est déconnecté du sens, tout ça est déconnecté de la contribution, et que c'est vraiment à ça que nous sommes appelés. Encore une fois, et je crois que c'est pour ça que c'est un sacré défi, un beau défi que nous vivons actuellement, c'est que le changement va se faire de l'intérieur, et puis je dirais un pas après l'autre, une personne après l'autre. On voit que pour l'instant, c'est pas nos autorités, c'est pas les dirigeants de ces grandes entreprises qui vont amener ce changement-là. C'est à nous de l'amener et de l'amener comme une évidence que c'est le meilleur, le plus beau chemin et le seul chemin, mais aussi dans le sens le plus beau aussi, pas un chemin de croix, hein, pas du tout. Oui, et puis c'est aussi ce chemin d'éveil de conscience que de se détacher de ces autorités, de ces personnes de pouvoir, oui. de pas en être soumis en fait, et de revenir à notre pouvoir intérieur. Oui, c'est vrai. Je peux voir que malgré tout, il nous faut un beau cadeau aussi. Il nous faut un cadeau de l'effet miroir qu'ils font chez nous. Et je vois que pour moi, ça reste un des plus grands défis avec certains dirigeants actuels. C'est comment rester zen et serein, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, leur prise de parole. Tant que je m'agace et que je m'énerve, c'est qu'ils sont encore en train de faire des effets miroirs sur des parties de moi qui sont pas apaisées, quoi. Et je dois dire que eux sont mon plus grand défi. Je dois dire, là, je crois que je serai pleinement tranquille et serein. Je crois que là, il y aura encore un beau pas de pacification intérieure qui aura été fait. Donc, merci à eux pour moi de me proposer ce chemin-là aussi. Oui, on a pas mal challengé ces dernières années avec ça. On est bien d'accord. Et puis c'est probablement pas terminé. C'est ça. Et en même temps, je trouve que c'est aussi une merveilleuse période pour arriver à se positionner dans l'écoute de ce qui est juste pour soi, de ce qui est non négociable, encore une fois. Et que moi, en tout cas, ces dernières années m'ont aussi fait accélérer mon changement intérieur en me positionnant clairement sur ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, ce que j'étais prêt à accepter ou pas, même si une autorité me disait de faire comme ça, j'avais toujours le choix de le faire ou de pas le faire. Et pour moi, c'était vraiment, je trouvais une accélération du leadership pour un certain nombre de personnes, je trouve. Exactement, j'allais y venir à cette notion de leadership. Ça nous a amené vraiment à incarner pleinement notre leadership spirituel au service de nos valeurs les plus fortes en fait. Et nous réengager peut-être aussi
dans cette évidence, parce que de toute façon, moi je pose souvent cette question comme ça, si on n'est pas au service de l'amour, on est au service de quoi? De nos peurs, mais c'est pas au service, c'est mené par nos peurs. C'est au service de plus rien. Oui, je dirais c'est au service de la survie. Je pense que c'est plutôt ça. C'est au service de la survie, et en même temps, c'est moi qui ai eu tellement peur de manquer avec les questions d'argent, j'ai pu voir à quel point la peur était le moteur de tellement de mes actions en fait. Et malheureusement, je vois que c'est encore beaucoup le cas pour beaucoup de personnes. Et un de mes amis qui est pour moi un grand sage s'appelle Rémi Tremblay au Québec, qui a créé la Maison Leader. C'était moi, je sais pas si tu connais un petit peu. J'ai la chance de le connaître, et lors d'une intervention qu'il faisait pour ma communauté, disait, mais pour moi, au moins 95% des gens sont dans la survie. Et évidemment, moi aussi, parfois, par moment, on n'est jamais que dans la vie et la survie, mais on y revient, et il disait, c'est comme ça pour l'instant. Et comment est-ce qu'on peut mener une vie où on est vivant plutôt qu'une vie où on est dans la survie? Ne serait-ce que la peur de la mort nous amène déjà à la survie, mais je dirais la plus grosse peur au quotidien que je vois, c'est la peur du regard des autres, quoi. Aussi longtemps que j'accorde l'importance au regard des autres, que j'ai envie qu'on me regarde de cette manière, c'est déjà de la survie, et ça, c'est complètement courant. Enfin, moi, j'ai tellement été biberonné à ça que je connais bien ça, et j'y suis évidemment encore parfois. Oui, parce qu'on nous apprend à vivre à travers le regard des autres. Ouais, à travers et en fonction. Enfin, à être existant par le regard des autres. Ouais, absolument. Ouais. Et tu vois, pour moi, ce que je trouve extraordinaire sur ce chemin d'entrepreneuriat, c'est que quand on parle de cette guérison, cette transformation, cette élévation, ce leadership, cette notion de puissance aussi intérieure, j'aime bien, en fait, à chaque fois, c'est comme si on allait à la chasse aux failles, aux fuites qu'on peut découvrir à chaque étape de ce chemin, en fait. Oui, et en même temps, je vois un petit danger à cet endroit-là, si tu veux, c'est que on peut le faire à partir d'un esprit de manque, qui est je ne suis pas encore assez quelque chose, et je trouve que c'est très présent dans le monde du développement personnel. Ah oui, ouais. Et que j'étais beaucoup là-dedans aussi. J'ai fait beaucoup de formations à partir de cet endroit-là. Parce qu'en fait, tu vas colmater les failles par l'extérieur. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ce que je veux dire, c'est que il y a un esprit, il y a une vision, une perception de soi qui est une perception qui est plutôt négative, dans le sens que je ne suis pas assez quelque chose. Tu vois, c'est comme si on devait être quelque chose pour avoir réussi, ou être quelqu'un perçu comme une réussite, si tu veux, que si j'arrive juste pas à me voir là maintenant comme quelqu'un de bien, toi, il me manque quelque chose pour voir comme quelqu'un de bien. Et ce que je vois, c'est que c'est un chemin sans fin, parce que quand on veut voir le verre à moitié vide, on verra toujours quelque chose qui manque, sans exception. Il y aura toujours toute sa vie. Donc ça, c'est le risque, je dirais. C'est parce qu'aujourd'hui, je fais toujours des formations, je suis toujours des formations beaucoup moins qu'avant, mais vraiment, je le fais vraiment à partir d'un autre endroit qui est, est-ce que vraiment ça va, je sens que c'est une expérience que j'ai envie de vivre et qui, je pense qu'il peut m'apporter quelque chose, même si je sais pas forcément ce que ça sera, tu vois. Mais je suis pas assez, alors, des fois, il peut nous manquer des compétences, je dis pas que ça n'existe pas, c'est pas ça, mais simplement, c'est vraiment une attitude, je dirais, qui est différente, et qui part quand même d'un endroit d'abondance chez moi, tu vois. Je peux déjà voir tout ce qui est là chez moi, toute la valeur qui est là chez moi. Et en même temps, ça pourrait être intéressant et joyeux de faire ce truc-là en plus, parce que je sens que ça va me faire vivre une expérience qui peut être apprenante, et une expérience apprenante, ça peut être une formation, comme ça peut être d'autres choses, comme ça peut être sauter à l'élastique, ou aller faire du parapente, ou je ne sais quoi, ou juste une marche à la montagne, quoi. Oui, et merci d'amener cette précision. En fait, par rapport à colmater les failles, je faisais référence à ce que tu disais sur quand je vois ce que la vie me propose, quand selon les signaux qu'elle m'envoie, je sais qu'il y a des réajustements en moi à opérer. Donc c'était, tu vois, que l'extérieur soit un reflet de l'intérieur, et pas que ça soit l'extérieur qui vienne combler effectivement un vide intérieur. Donc oui, et puis dans le développement personnel, comme tu le dis, il
il y a cette illusion de devoir aller chercher à l'extérieur, notamment par l'argent, et ça évidemment tu dois le voir énormément dans tes formations, de si je n'ai pas atteint ce niveau financier, c'est que je ne suis pas assez, c'est que je manque de ci, de ça, et ça nourrit une culpabilité. Oui, c'est quelque part, s'il y a l'histoire c'est la projection de je suis ma situation financière. Mm-hmm. Je suis mon chiffre d'affaires, tu vois, je suis ce que je gagne. Voilà, c'est ce truc-là qui est un énorme piège, en fait. Mm. Et alors, bon, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que tu aimerais nous dire comment toi, tu as fait, ou c'est quoi, toi, ton expérience de ça, de comment rester détaché de cette notion de chiffre d'affaires, j'ai envie de dire malgré la croissance de l'entreprise. Mm-hmm. Alors, j'ai travaillé il y a 13 ans en arrière avec une astrologue qui a très bonne réputation et tout, et puis qui m'avait dit, toi au fond, t'es assez détaché des questions d'argent. Puis je l'avais juste écouté, et puis finalement, je me suis rendu compte que globalement, ça avait plutôt l'air d'être vrai, parce que il y a eu une époque où c'était vers la fin de l'année où je demandais à mon adjointe de dire, écoute, tu calculerais pas quels sont mes revenus, parce que après en Suisse, on a des abattements fiscaux, etc., en termes de prévoyance, et que c'est souvent, des fois en fin de l'année, je dis, ah ouais, quand même, j'ai gagné tout ça, pour te dire que je n'avais pas la moindre idée. Euh, donc j'étais pas trop accroché à cet endroit-là, puisque je ne le savais pas, mais après un jour, je me suis dit, bon, c'est quand même pas professionnel du tout de fonctionner comme ça, parce que même si allant faire des paiements, je savais très bien où étaient mes comptes, donc j'avais quand même, je partais pas de zéro, tu vois. Mais voilà, ce qui fait que j'ai quand même, me suis quand même dit que si tous les 3 mois j'avais une vision un peu globale de mes finances entrepreneuriales, c'était pour moi suffisant, également pour avoir une vue d'ensemble. Donc je dirais que à cet endroit-là de moi ça va, et en même temps, je fais partie particulièrement d'un groupe mastermind d'entrepreneurs à succès. En tout cas, a priori, qui ont du succès, parce que parfois on se rend compte que ça dépend ce qu'on met derrière le mot succès. On va parler de succès financier, et bien que certains génèrent des gros chiffres d'affaires et n'ont pas de succès financier derrière, j'ai pu voir avec le temps aussi. Et j'ai pu voir que là-dedans, par contre, le piège du je ne suis pas grand-chose à côté d'eux m'a rattrapé quand j'y suis allé parfois. Ou en tout cas, mais je peux encore voir que c'est encore l'enfant en moi parce que je peux me revoir là-dedans avec les mêmes comportements de l'enfant en classe, là au milieu, de je ne suis pas assez important aussi ou ça pour prendre la parole, pour poser des questions. Enfin, je peux me revoir là-dedans. Parfois, ça se rejoue à cet endroit-là. Et c'est très paradoxal, c'est-à-dire de perception de beaucoup de l'extérieur, ils pensent que j'ai beaucoup de succès, puis à cet endroit-là, j'ai l'impression que je suis presque rien. Et en même temps, c'est pas du tout ce que les autres me renvoient. Je vois bien que c'est uniquement de moi à moi que ça se passe. Et que là, tout à coup, tu vois, il y a le truc qui se rattrape là, le détachement, tout à coup, il est plus aussi évident que ça. Donc voilà, ça peut dire que c'est subtil et que c'est un apprentissage permanent. Oui. Oui, et merci de le partager en sincérité, Christian. Qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'ajouter à cette conversation pour qu'elle soit complète? Je crois vraiment que si on est venu s'incarner sur Terre, c'est pour œuvrer, c'est pour offrir quelque chose, c'est pour goûter à la vie, et que s'en empêcher, se barrer, se mettre des barrières, c'est du gâchis. Pour moi, c'est vraiment du gâchis, et j'aimerais vraiment que chacune qui nous écoute puisse peut-être se dire, est-ce qu'il y a encore un endroit là où je m'empêche, et que ça n'a pas de sens finalement, et que comme je dis parfois, chaque fois qu'on n'offre pas pleinement ses talents et ses dons, le monde entier est orphelin de ce que nous n'avons pas donné. Et ne l'oublions pas quelque part, parce que je crois vraiment qu'une fois que c'est là qu'on va changer les choses, c'est pas en offrant ses talents au quart ou à moitié, c'est en y allant pleinement et joyeusement, il arrivera ce qui arrivera. Mais de toute façon, c'est plus joyeux de le faire que de s'empêcher de le faire, je suis convaincu. Même si c'est pas toujours facile, mais c'est plus joyeux quand même. Oui, c'est le chemin qui est joyeux. En fait. Ah oui. Oui, il n'y a jamais d'arrivée, effectivement, le chemin est joyeux et le chemin est suffisant. Magnifique. Merci beaucoup, Christian. Quelles sont tes
tes intentions, tes priorités pour ces prochains mois, de façon à ce que voilà, on puisse simplement les soutenir par intention. Alors moi, mes priorités justement, c'est de m'entourer de nouvelles organisations pour créer des bases pour permettre de toucher plus de monde, parce que sur mon thème, le monde à toucher, il est juste presque à l'infini. Donc ça me donnait les chances effectivement de faire ça encore mieux. Donc c'est d'attirer des personnes, c'est ça que tu Alors, c'est-à-dire, bon, déjà, je suis en discussion avec une autre personne déjà pour qui devrait faire partie de mon staff dans des échéances courtes. Ouais. Après, ça va être de trouver d'autres stratégies, d'autres manières de toucher un maximum de monde là où ils sont, si tu veux, par différents canaux, que ce soit en virtuel, que ce soit en présentiel. Mais sachant que le présentiel, ça sera de moins en moins avec moi, parce que je sens aussi que j'ai plus à être chef d'orchestre aussi qu'être juste. J'étais que musicien pendant longtemps, et j'ai plus à être chef d'orchestre aussi, et voilà, et de permettre justement à plus de musiciens de venir jouer cette partition-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours possibilité de faire des choses avec moi, et je suis joyeux de le faire parce que j'aime aussi me frotter au terrain de l'accompagnement. Ça, j'adore ça, donc je ne veux pas m'en empêcher. Donc, c'est toujours possible de le faire de différentes manières. Voilà, ça, si on me suit un petit peu, on trouvera les informations. Oui, et puis il y a, enfin, en tant qu'effectivement, on n'a pas trop abordé la notion de personne source, mais là, j'entends ça en fait. J'entends la personne source que tu es, qui est aussi en train de peut-être de recevoir le next step du modèle de l'entreprise. Oui, tout à fait. Pour moi, très clairement, j'en suis à cet endroit-là. Si tu veux vraiment ces prochains pas, que je parlais d'évidence, mes prochains pas importants, il y a un prochain pas toutes les 1 à 2 années comme ça qui viennent, mais qui va me prendre un peu de temps jusqu'à qu'il y ait le nouveau qui arrive. Et là, je suis vraiment effectivement dans la clarté encore un petit peu plus fine et l'implantation de ce prochain pas. Est-ce qu'il y aurait autre chose en termes de priorité que tu aimerais ajouter? Non, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Comme je dis, ceux qui auront envie de me trouver me trouveront de toute manière. Oui. Voilà. Mais envie de te dire merci surtout parce que j'ai beaucoup aimé ce moment d'intimité, même à distance. Même la distance peut créer du rapprochement. C'est le paradoxe. Et bah oui, justement, ça fait partie de mes dernières questions, avec quoi toi tu repars de cet échange. Et je repars avec l'idée que je viens de recevoir un cadeau, parce qu'à travers ton questionnement, à travers, je dirais la forme que tu as mis à cet échange, ça m'aide à mettre plus de clarté sur ce à quoi j'aspire, à plus de clarté, peut-être plus de force aussi. Force dans le sens de reliance avec plus de force à ça. Et ça me donne encore plus envie d'y aller gaiement, joyeusement et sans retenue. Magnifique. Je suis très heureuse d'avoir pu, avec cet espace, contribuer à ça pour toi et l'entreprise. Et avec quoi, enfin pas avec quoi, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, Christian? Alors comment te dire, il y a des personnes, je trouve, seraient chouettes à entendre, mais c'est pas que j'aimerais les entendre parce que je pense que je les connais relativement bien. Je suis pas sûr que je découvrirais beaucoup, mais qui mériteraient d'être connus. C'est ça qui me vient. Bah, si t'as envie de donner des noms, tu peux. Alors, je pense à François Lemay, par exemple. Ouais. Que j'aime beaucoup, quelqu'un, je trouve, d'extrêmement inspirant pour moi. Et au Québec aussi. Qui est au Québec dans son évolution récente. J'ai parlé de Rémi Tremblay, que c'est un gars incroyable aussi. Lui, chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression d'avoir grandi juste à son écoute. Donc, je trouve que c'est comme merveilleux d'avoir des personnes comme ça aussi. Et puis, je pense, oui, on a parlé en off avant, Anne Guéquière également. Je trouve que ce serait un bel espace pour elle aussi. C'est vrai. Et ça serait une grande joie de la recevoir dans le podcast. Ouais. Merci beaucoup, Christian. Comment les personnes peuvent te contacter si elles ont peut-être un témoignage à te faire de cet échange ou toute autre chose? Alors, écoute, via mon site internet, www.cjunoconseil au singulier.com, ou via mes réseaux sociaux. J'ai une page pro sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, voilà. D'accord, puis je mettrai dans la description tous tes liens.
Un grand merci, Christian. Merci, Mongaline, merci à toi. À tout bientôt. Bye bye. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère de tout mon cœur que cette conversation vous aura inspiré, vous aura ouvert de nouveaux possibles, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, autant pour vous que pour votre entreprise. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous poser des questions ou à contacter Christian directement pour partager vos questions, votre témoignage. Si vous ressentez l'appel de participer ou d'être invité sur le podcast, vous pouvez directement me contacter sur ombeline@nous.ceo, nous.ceo. Si vous ressentez l'appel de travailler ensemble, vous et moi, vous pouvez me contacter également soit par le site, soit par le même email. Et enfin, je vous invite également, pour participer au prochain coaching de groupe Évidence, à cliquer sur le lien d'actualité dans la description de cet épisode pour connaître les prochaines dates et donner un coup de boost à vos projets, à vos ambitions, à votre vision. Avant le prochain épisode, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou en recevant mon carnet de bord que vous pouvez demander également dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine!